C'est parti, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce module de sémiologie où nous allons entamer la sémiologie de l'appareil cardiovasculaire avec ce premier cours intitulé l'hémodynamique intracardiaque. Alors avant de commencer notre cours et de rentrer dans le vif du sujet, on va, Kima Moualef, ne pas oublier de remercier notre partenaire qui nous accompagne, fait des vidéos de sémiologie à la Kota Arfa. Je veux bien sûr parler de l'externe. L'externe, collection de réaux, de supports, de livres destinés aux étudiants en médecine, essentiellement ceux du cycle préclinique pour l'instant. نعاود نشكرهم على الخدمة تاعهم وعلى leur confiance. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir entamer notre cours sur l'hémodynamique intracardiaque. Alors, première des choses, il va falloir comprendre et définir le titre تاع le cours تاعنا واش نقصدو بالétude تاع l'hémodynamique intracardiaque. Alors, l'hémodynamique intracardiaque, c'est l'étude du mouvement, de la cinétique, de la dynamique, الحركة si tu veux, تاع الدم, تاع le sang à l'intérieur des cavités cardiaques. L'étude de cette dynamique sanguine, les cavités cardiaques, va nous permettre de comprendre la fonction du cœur, autrement dit d'étudier le cycle cardiaque. Le cycle cardiaque, c'est un cours en physiologie, il est normalement en deuxième année médecine, la première unité, unité cardiovasculaire toujours. Donc ce cours-là va faire office de révision. C'est un rappel à les notions les plus importantes le cours de cycle cardiaque de la deuxième année en physiologie. Donc après avoir vu la sémio générale, après avoir vu l'anamnèse, après avoir vu la sémio pondérale, troubles de l'hydratation, la fièvre, mais surtout un rappel anatomique avec la topographie du thorax, on va faire un rappel physiologique. La sémiologie de l'appareil cardiovasculaire proprement dite, tout simplement. Donc, quel est le plan le court terme? Alors, on va commencer avec un rappel anatomique sur le cœur, avec les différentes chambres cardiaques, les différentes cavités qui constituent notre cœur, les différentes valves qui vont séparer donc les chambres ou bien les cavités. On va faire un rappel physiologique, Tanit, sur la fonction du cœur, sa relation ou du moins sa liaison avec la circulation générale systémique et la circulation pulmonaire. Avec la division fonctionnelle, qu'est-ce que le cœur gauche et qu'est-ce que le cœur droit. Ensuite, on va redéfinir ce qu'est le cycle cardiaque. Le cœur يخدم de manière cyclique, الخدمة تاعو تتعاود plusieurs fois par minute. Donc, on parle donc d'un travail cyclique, d'une révolution et donc d'un cycle cardiaque. نشوفوا نعاودوا نفكروا les bases du cycle, quelles sont les phases, les événements اللي يصراو avec le cycle cardiaque. Et l'absage جديدة par rapport à l'année dernière, c'est qu'on va parler des méthodes d'étude qui, historiquement, nous ont permis d'étudier, de comprendre ce cycle cardiaque et cette hémodynamique intracardiaque. Alors, l'étude, du moins la méthode historique qui a été utilisée, c'est bien sûr le cathétérisme. On va définir ce qu'est le cathétérisme ou qui fait d'alors les différentes méthodes qui peuvent être utilisées. On va confronter les résultats de cette exploration fonctionnelle qu'est le cathétérisme cardiaque. On va chauffer les résultats à travers les courbes de pression. Parce que étudier la pression d'Itkunkaina au niveau des ventricules, au niveau des oreillettes, au niveau des cavités cardiaques, va nous permettre de comprendre les phénomènes mécaniques, ce que le cœur est en train de faire d'un point de vue musculaire, ce qui est en train de se contracter ou bien de se relâcher, mais également, ça va nous permettre de comprendre les mouvements vers le sang. Est-ce que le sang, il est en train d'être éjecté? Est-ce qu'on est en train d'assister à un remplissage, à une éjection ou autre? On terminera le cours terrain avec d'autres explorations fonctionnelles. On va parler du phonocardiogramme, quels sont les différents bruits qui peuvent être entendus
lorsque tu vas ausculter un patient avec ton stéthoscope, ou les bruits qui sortent de la fonction, le travail cardiaque, les bruits principaux, B1 et B2, qui sont les bruits physiologiques, les bruits surajoutés, B3, B4, l'ouverture de la valve mitrale, pour ne citer que, de manière très très simplifiée. Et on terminera bien sûr avec l'autre exploration fonctionnelle très importante, qui est bien sûr l'ECG, l'électrocardiogramme, tracé de référence qui va nous permettre d'étudier et d'enregistrer les phénomènes électriques tel le cœur. Donc, le cours est relativement riche, mais ce sont des notions qui ont déjà été vues l'année dernière, donc ça va passer crème, tout simplement. On commence avec le rappel anatomique et physiologique. Là, le cœur, تاعنا. Alors, d'un point de vue définition, le cœur, c'est l'organe central de l'appareil cardiovasculaire. C'est littéralement l'organe qui est au cœur de cet appareil, sans mauvais jeu de mots. C'est un muscle, organe qui est cavitaire. Il est constitué de 4 cavités, de 4 chambres. Voilà, 4 chambres, 2 oreillettes et 2 ventricules. Les oreillettes, on les appelle aussi des atriums d'ailleurs, des atria au pluriel. Une oreillette gauche, un ventricule gauche, qui va former le cœur gauche, qui est en relation avec la plus grosse artère de notre appareil circulatoire, qui est bien sûr l'aorte. Et on a une oreillette droite avec un ventricule droit qui sont en communication ou en relation avec la circulation pulmonaire, la petite circulation, entre autres avec l'artère pulmonaire qui est ici en bleu. Tu remarqueras le schéma que le ventricule gauche est plus épais, il est plus musclé que le ventricule droit. Ça, c'est à cause des pressions, des différences de pression entre la circulation systémique générale et la circulation pulmonaire. Ces cavités cardiaques, ces chambres cardiaques, oreillettes et ventricules, comme tu le vois, ils communiquent 2 à 2. On a donc oreillette gauche avec ventricule gauche qui va nous former le cœur gauche, et on a l'oreillette droite avec le ventricule droit qui va nous former le cœur droit. En communiquant 2 à 2, ils vont communiquer à travers des structures, bien sûr, pour que le sang puisse passer ma binatome. Ces structures-là, c'est l'équivalent des portes les chambres cardiaques, c'est ce qu'on appelle les valves auriculo-ventriculaires, les valves qui vont séparer les oreillettes des ventricules. À droite, qu'est-ce que l'on a? Alors à droite, au niveau du cœur droit, le ventricule droit va être séparé de l'oreillette droite par une valve qui est constituée de 3 feuillets, de 3 cuspides, comme on les appelle, 3 valvules. C'est la valve tricuspide. Sur une vue supérieure, on a le schéma de droite, tu peux voir, la face antérieure est qui ce que tu vois sur la gauche du schéma, parce que c'est une vue supérieure qui est orientée d'une certaine manière, c'est la valve tricuspide. La valve tricuspide constituée donc de 3 feuillets, 3 valvules qui va séparer oreillette droite et ventricule droit. À gauche, ventricule gauche et l'oreillette gauche vont être séparés par une valve qui est constituée de 2 cuspides, 2 valvules. C'est ce qu'on appelle la valve mitrale qui est visible ici à la droite du schéma. Faut comprendre le schéma. C'est une coupe qui a été faite sur le cœur, une coupe en vue supérieure avec la face antérieure ici, ça, c'est pour la communication oreillette-ventricule. Les ventricules, comme on a dit, ils sont en communication avec les vaisseaux, les gros vaisseaux qui sortent du cœur, aorte et artère pulmonaire. Huma tanit, ils vont communiquer معاهم par les mêmes structures, des valves. Les valves, on va les appeler comment? On va les appeler les valves sigmoïdes. Elles sont visibles tanit le schéma de droite, qui راك تشوف. On a la valve aortique هنا اللي عندها بلاصه تاعي, on a la valve pulmonaire qui va faire communiquer le ventricule droit avec l'artère pulmonaire. À noter, notion importante à noter, ces valves-là, que ce soit les auriculo-ventriculaires ou bien les sigmoïdes, ce sont des portes. Biban. Ou le bab, ce sont des portes qui ne sont pas automatiques. Les portes, لازم t'appliquer une pression باش تطبعها وتتفتح. C'est la même chose avec les valves. Les valves, نقولوا بلي عندهم une mobilité passive, ما يتفتحوش ويتغلقوا وحدهم. L'ouverture et la fermeture تاعهم, elle est sous la dépendance de la pression sanguine.
de la pression intracavitaire. Le sang, lorsqu'il va arriver ou bien lorsqu'il va sortir, il va appliquer une certaine pression qui va faire ouvrir la valve et par la même occasion, il t'éjecta. Ça, c'est la base anatomique de notre cœur. Maintenant, d'un point de vue physiologique, on l'a dit, on divise classiquement le cœur en deux parties. Cœur gauche, oreillette gauche et ventricule gauche qui va communiquer avec l'aorte qui est la grande circulation, et cœur droit, oreillette droite, ventricule droit qui va communiquer avec l'artère pulmonaire pour la petite circulation, la circulation pulmonaire. Point de vue physiologique donc, le cœur, l'appareil circulatoire, il a une pompe, c'est le moteur de l'appareil circulatoire تاعنا. Le rôle تاعو, c'est à travers ses contractions, il va générer une certaine force, une certaine pression, et il va être éjecté, il va perfuser les organes pour qu'ils puissent circuler perfuser les organes, il faut générer une certaine pression. Le sang, même pour les cours et même pour les cours de physiopathe d'ailleurs, le sang, comment est-ce qu'il va se déplacer au niveau de ton organisme, le système circulatoire تاعك عن طريق les différences de pression. Tu ne peux pas faire déplacer une quantité un liquide, un fluide, بلا ما يكون كاين un gradient de pression. Le sang دائما حيديبلاصا من مكان اللي كاين بريسيون كبيره الى مكان اللي فيها بريسيون صغيره. C'est pour ça que la tension artérielle, la pression artérielle, c'est une constante physiologique importante عند les patients تاوعك, عند des futurs patients تاوعك. Parce que si tu n'as pas une pression suffisante, et ben الدم il va stagner, ما حاش avancer, ما حاش circuler. Donc ça embouteillage ou circulation بالعاميه كيما نقولوا. Donc le cœur, le rôle تاعو, c'est de pomper le sang et de générer cette pression-là pour qu'il puisse circuler. Deux circulations sont à noter, comme on a dit. Petite circulation, qui est la circulation pulmonaire, et grande circulation, qui est la circulation générale. Cœur droit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir le sang, les veines, le secteur veineux, à travers les veines caves, supérieures et inférieures, et ensuite il va l'éjecter l'artère pulmonaire au niveau de la circulation pulmonaire. Donc le cœur droit, il est en relation avec le secteur veineux en amont, et il est en relation avec la circulation pulmonaire, avec les poumons en aval, ça c'est important à retenir. Le cœur gauche, lui, c'est la suite, il va recevoir son sang عن طريق les veines pulmonaires, donc il va le recevoir au niveau des poumons, donc la circulation pulmonaire est en aval de lui, du cœur gauche, et ensuite هيبعث هذاك الدم au niveau de la circulation systémique vers كاع الانحاء تاع l'organisme تاعك. À noter que, كما قلنا من قبيلات, les résistances pulmonaires sont plus faibles que les résistances périphériques de la circulation systémique. C'est ce qui va expliquer وعلاش le ventricule gauche il est plus musclé que le ventricule droit. Le ventricule gauche, il va devoir lutter contre une pression systémique kibera, donc il va devoir générer une force ou une pression qui est beaucoup plus grande, et donc il doit avoir plus de muscles et donc se contracter avec une plus grosse puissance. Le rappel anatomo-physiologique يبان لك سهل, et effectivement راهو سهل, mais c'est important de le garder en tête. Ce schéma-là, il est très important à le garder في راسك. وعلاش? Parce que grâce à cette compréhension physiologique, نقدروا نفهموا directement et très facilement les conséquences d'une dysfonction cardiaque. Si jamais le cœur ما يخدمش كيما لازم, il y a un problème soit de remplissage, soit d'éjection, quelles sont les conséquences? Les conséquences, elles vont se faire retentir à l'ahsab وين راهي la dysfonction. Si j'ai une dysfonction du cœur droit, je sais que le cœur droit n'éjecte pas suffisamment de sang, je sais que le sang va stagner au niveau des veines. Donc il y aura des conséquences sur le secteur veineux, d'un point de vue sémiologique. Si jamais j'ai une dysfonction au niveau du cœur gauche, imaginons j'ai un problème d'éjection au niveau du cœur gauche, là, le sang il va stagner au niveau des poumons. Congestion pulmonaire, l'accumulation de sang dans un organe, c'est ce qu'on appelle la congestion.
congestion pulmonaire qui peut empêcher le patient de respirer, qui m'a lazim. Donc ça, c'est des notions de physio qui sont importantes à garder en tête car ils vont énormément nous aider, que ce soit en sémiologie, que ce soit en physiopathe ou encore même plus tard en clinique. Maintenant, le cœur en lui-même, comment est-ce qu'il va travailler? كيفاش حيخدم؟ كيفاش حيأدي الوظيفة تاعو؟ On sait que الوظيفة تاعو c'est de jouer le rôle d'une pompe. باش يقدر يبعث الدم ويسيركولي في لي سيركولاسيون بولمونير اي سيستيميك. مي ماتنون كيفاش حيدير وشنو هما المراحل تاع الخدمه تاعو ولا المراحل اللي حيدوز عليهم باش يقدر يأدي الوظيفه تاعو. الوغ لو كور الخدمه تاعو تتعاود وكي تتعاود on parle d'un cycle. C'est pour ça qu'on parle du cycle cardiaque. Hein. Et donc, باش نقدروا ندرسوا l'hémodynamique تاعنا intracardiaque, باش نقدروا نفهموا الوظيفه تاع القلب, la fonction du cœur, et ben, il faut étudier le cycle cardiaque. On l'appelle également la révolution cardiaque. Deux grandes phases sont à définir. Une phase de contraction, essentiellement des ventricules, qui va nous permettre d'éjecter le sang vers les circulations, c'est ce qu'on appelle la systole. Et une deuxième phase, c'est une phase de repos. Ici, bien sûr, on va prendre comme référence le ventricule, une phase de repos, de relaxation, de décontraction, qui va permettre le remplissage des cavités cardiaques b'dem. C'est ce qu'on appelle la diastole. Ces deux phases-là, elles sont très facilement compréhensibles. Le cœur, c'est un muscle, c'est une pompe, donc lazim يتعمر ou lazim on va éjecter. Ce sont ces deux phases-là qui sont visibles ici, faites le schéma. Comment est-ce qu'on a réussi à étudier les deux phases? La phase de diastole, qui est celle de remplissage, et la phase de systole, qui est celle du pompage, ou du moins de la contraction et de l'éjection. Eh bien, historiquement, on a étudié le cycle cardiaque et donc l'hémodynamique intracardiaque grâce à une méthode invasive qui va déranger le patient. C'est le cathétérisme cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est le cathétérisme cardiaque? Le cathétérisme cardiaque, c'est le fait d'introduire que les cavités cardiaques, que ce soit gauche ou la droite, un cathéter, une sonde qui تدخل au niveau des cavités cardiaques en passant bien sûr par des vaisseaux, que ce soit des veines ou là des artères, le cœur. La sonde qui est donc mon cathéter, je vais l'accompagner d'un manomètre, un appareil qui pèse les pressions. وعلاش باش نقدر نقيس justement la pression intracavitaire des cavités droites, oreillette droite et ventricule droit, et des cavités gauches, oreillette gauche et ventricule gauche. Pourquoi est-ce que c'est important de pression? La pression fait de la technique parce que ça va nous permettre de savoir est-ce que le cœur est en train de se contracter, est-ce qu'il est en train de se relâcher, est-ce que le sang il est en train de se déplacer ou pas. Les mouvements du sang et la contraction et la relaxation du muscle myocardique va directement influencer les courbes de pression intracavitaire et ça va nous permettre de décrire les phases de travail tel le cœur, les différentes phases du cycle cardiaque. Bien sûr, cette méthode-là, cette exploration fonctionnelle, c'est une exploration fonctionnelle, cathétérisme cardiaque, on va, pour comprendre bien comme il faut le cycle cardiaque, toujours être confronté, لازم دايما نزيدوا مع هذا الكاتيتيريزم cardiaque, comparer les résultats تاعو مع d'autres explorations. Deux explorations principales, il y a dans le plan le cours, le phonocardiogramme, en gros c'est l'enregistrement des bruits à le cœur, et le CG, l'électrocardiogramme, lui il va enregistrer l'activité électrique à le cœur. Qui m'a rappelé que le cœur, là où il est doté non seulement d'une activité mécanique, contraction, relaxation, bien sûr, mais cette activité mécanique, elle est تأثير تاع une activité électrique de tissu nodal, nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His. كاع هاد الحكايه اللي راك شافي عليها من لا دوزيام اني با تطبق هنايا. Et si on s'intéresse un peu plus au cathétérisme? Alors le cathétérisme, comme méthode, si on veut la définir et comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, c'est une méthode qui a été utilisée historiquement pour notre torso, donc le travail du cœur. Aujourd'hui, c'est très peu utilisé hein, parce que c'est une méthode très invasive, bien sûr. On a le cathétérisme droit qui va
introduire donc le cathéter, la sonde avec le manomètre derrière les cavités droites, ou le cathétérisme gauche, il va يدخل la même chose, sauf que ce sera les cavités gauches. Quelles sont les méthodes اللي استعملوهم les médecins à travers l'histoire pour pouvoir explorer les cavités? Parce que c'est pas ماشي أرواح explorer les cavités, hein, c'est plus compliqué que ça. Alors, pour le cathétérisme droit, c'est assez simple. Vu qu'on connaît bien l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire, le cathéter تاعنا باش نقدروا نلحقوه l'oreillette droite ونلحقوه le ventricule droit ومن بعد نكسبلوري même l'artère pulmonaire ou la circulation pulmonaire. Et bah واش نديرو حندخلوا الكاتيتير au niveau d'une veine. نجوزو عن طريق la circulation veineuse. Et quelle est la veine de prédilection qui va être utilisée? Bah, ce sera la veine du pli du coude, parce que c'est celle qui est la plus accessible. Donc, ندخلو الكاتيتير في لا فين تاع البلي تاع لو كود، حنبوسيو هذاك الكاتيتير في لا فين ندخلوها، elle va être poussée في les veines du membre supérieur تاعو نلحقو au niveau de la veine subclavière. من la veine subclavière, je vais passer في la veine cave supérieure et ma veine cave supérieure directement نطيح في l'oreillette droite. Déjà, la l'oreillette droite, donc نقيس les pressions à ce niveau-là. Zid, je peux avancer vers le ventricule droit, kiff kiff, j'explore et je peux même nqis la pression au niveau de ce ventricule-là. Je peux même zid نطلع faire l'artère pulmonaire et même les capillaires pulmonaires pour explorer la circulation pulmonaire ou même nqis la pression pulmonaire à ce niveau-là. Donc, cathétérisme droit, il n'y a pas. Mais qu'est-ce que tu fais le safe? Le cathétérisme gauche, il y a plus de trucs à. Il y a plus de choses à dire. Comme son nom l'indique, bah, le but c'est d'explorer les cavités gauches. Donc, le cathéter, لازم ندخلوه par une voie quelconque, يتخلينا نلحقوا حتى l'oreillette gauche puis le ventricule gauche. كيفاش نديرو؟ Eh ben, on a deux méthodes, deux voies qui sont possibles. La voie rétrograde. إذا في الكاتيتيريزم droit دخلنا الكاتيتر في la veine, et ben هنايا في la voie rétrograde pour le cathétérisme gauche, حندخلو le cathéter au niveau d'une artère. L'artère la plus accessible لينا, ce sera l'artère fémorale, hein, qu'on va privilégier. تدخل الكاتيتر في l'artère fémorale ومن l'artère fémorale واش حدير؟ حتعاود تطلع في كاع لا سيركولاسيون ارتيريال. دونك من l'artère fémorale تروح ليلياك ومن بعد من ليلياك تروح لاورت ابدومينال بي تزيد تطلع اورت thoracique et مع الاخر وين تلقى روحك؟ تلقى روحك في l'oreillette gauche et في le ventricule gauche et في l'oreillette gauche. Pourquoi est-ce que عيطنا لها هاد la voie rétrograde؟ rétrograde معناتها تروح في sens inverse. يعني تعاود تولي للور. Alors وعلاش rétrograde؟ Parce que tout simplement في la circulation artérielle qui راك تطلع من l'artère fémorale حتى l'oreillette gauche راك تروح في le sens inverse تاع الدم. Tout simplement. Deuxième voie qui est possible, mais qui est assez invasive, c'est la voie transseptale. Elle le septum qui va séparer les deux oreillettes. Alors, le début, c'est le même que celui du cathétérisme droit. Donc, le cathéter, par une voie veineuse, donc par une veine du pli du coude, par exemple, l'oreillette droite. Mais l'oreillette droite, on va percer un petit trou, on va perforer littéralement le septum interauriculaire, c'est-à-dire la paroi qui va séparer oreillette droite et oreillette gauche, باش نطيحو في l'oreillette gauche. Ou l'oreillette gauche, نقدروا نروحوا le ventricule gauche très facilement. Voilà la deuxième voie qui permet donc d'explorer les cavités du côté gauche. Ça, c'est pour la méthode. Ça nous intéresse pas tant que ça, le cours تاعنا, mais vas-y, on l'a cité. Ce qui va nous intéresser, c'est les résultats. C'est ce qui avait intéressé les médecins historiquement pour pouvoir étudier ce cycle cardiaque. Alors, les résultats. دخلنا les manomètres avec les sons تاعنا داخل les cavités gauche et droite واش شفنا des variations de pression, donc des courbes. Donc, داونا منحنيات, donc des courbes de pression. قسنا pour le ventricule gauche, par exemple, c'est la ligne en noir. قسنا pour l'oreillette gauche, OG, c'est la ligne مقطعة. وقسنا par exemple pour l'aorte, pour le vaisseau qui est en relation, en communication avec le ventricule. Ça, c'est le côté gauche, le cœur gauche. Quid du côté droit? Le côté droit, c'est exactement la même chose. Tu peux le voir ici le schéma. C'est exactement la même allure, des courbes au kiff kiff. La seule différence, c'est que du côté droit, les pressions n'arsin chouïa. C'est tout. L'allure donc de la courbe de pression de le ventricule droit, c'est la même que celle du ventricule gauche. Celle de l'artère pulmonaire, c'est la même que celle de l'aorte. Celle de l'oreillette droite, c'est la même que celle de l'oreillette gauche. La seule différence, comme on a dit,
c'est qu'il y a une différence de pression. Les pressions sur le côté gauche, elles sont plus élevées que sur le côté droit. Ok. Comment la description, la description des courbes de pression va nous permettre de définir les différentes étapes, les différentes phases du travail cardiaque, du cycle cardiaque, de la fonction cardiaque. Eh bien, on va voir ça en étudiant, en prenant comme référence surtout la courbe ventriculaire. C'est elle qui va nous intéresser le plus. On va dire un petit mot à la courbe auriculaire et à la courbe de l'aorte ou l'artère pulmonaire, donc le gros vaisseau. Mais c'est surtout la courbe ventriculaire qui est la plus intéressante à étudier parce que c'est grâce à elle qu'on va pouvoir définir toutes les étapes et toutes les phases de la systole et de la diastole et ainsi comprendre le fonctionnement du cœur. On commence avec notre point de départ, ce sera la systole ventriculaire. Alors, imaginez معايا, on va étudier le cœur. Le cœur est un travail cyclique. C'est quoi le point de départ? وين البداية؟ وين نبدا باش ندرس le cycle cardiaque تاعي؟ العام اللي فات, tu te rappelles, la vidéo اللي درتها تاع le cycle cardiaque العام اللي فات en deuxième année, on avait commencé par le milieu de la diastole, si je me rappelle bien. Milieu de la diastole, باش قدرنا ندرسو مليح, si tu veux, le cycle cardiaque. Ici, on va pas faire la même chose. On va commencer le début de la systole. Alors, imaginez un cœur, et ce cœur-là, il est déjà rempli de les ventricules sont déjà معمرين بالدم. Qu'est-ce qui va se passer? Le cœur est une pompe et qui va donc se contracter pour pouvoir éjecter avec dem. Donc bingo, la systole ventriculaire va être constituée de deux étapes. Une première phase de contraction, le cœur va commencer à se contracter, les ventricules vont commencer à se contracter, les flèches noires, le cœur il va commencer à se contracter. Et ensuite, deuxième étape, c'est l'éjection, c'est la finalité de la systole. Éjection de dem, les hayroh, au niveau des gros vaisseaux, donc aorte et artère pulmonaire. هادو les deux étapes de la systole. Alors, décrivons un peu plus la phase de contraction de la systole. Alors, la phase de contraction. Le sang est arrivé à l'intérieur des ventricules. Le ventricule va commencer à se contracter. Cette contraction-là va automatiquement faire augmenter la pression dans le ventricule. Là, la courbe, on est à peu près là. C'est là le point de départ. Là où est-ce que je mets ma souris. Début de la systole, début de contraction, la pression qui marque, ce qui est normal. Sauf qu'il y a un truc intéressant à savoir, c'est que au début de la courbe, on voit que la pression au niveau de l'oreillette gauche, elle est supérieure à celle du ventricule gauche. OG راهي فوق la pression تاع VG, le ventricule gauche. Ça, c'est parce que on était à la fin de la diastole, hein, donc le sang qui va se déplacer, mais il fait bzaf la pression et la mécanique il fait bzaf la pression. Donc la pression auriculaire était supérieure à celle du ventricule parce qu'on était en train de remplir le ventricule. La systole. Maintenant, le ventricule commence à se contracter. La pression zit et elle va devenir supérieure à celle de l'oreillette. C'est le point Z. Ah oui, Z. Point Z ici, ça marque quelque sorte le début, si tu veux, de la vraie systole. La pression du ventricule va dépasser celle de l'oreillette. Quelles sont les conséquences de cette augmentation de pression? Eh bien, la pression au niveau du ventricule va dépasser celle de l'oreillette. Le sang ne va plus passer de l'oreillette vers le ventricule. Parce que les valves vont se fermer. Les valves, ce sont des portes un peu particulières hein, qui يتفتحوا un seul sens. Hein. Ça, j'ai oublié de dire tout à l'heure. Les valves, ils que un seul sens. Par conséquent, on va avoir une fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Ici, le cœur gauche. Le point Z fait référence à la fermeture de la valve mitrale, FM. Ce que tu vois ici, FM, c'est la fermeture de la valve mitrale. Alors cette fermeture-là, elle va faire un claquement. Et ce claquement-là, il va donner un bruit. Et tu peux entendre au stéthoscope. C'est le premier bruit du cœur, c'est ce qu'on appelle le B1.
Cette contraction-là, ce début de contraction, si tu veux, il dure très très peu de temps. Là, tu le vois, hein, c'est le petit espace hanaya, le CIV, c'est le tout petit espace hanaya. C'est ce qu'on a appelé la contraction pré-isovolumétrique. C'est une phase un petit peu ziada, très très courte. L'amni fait par exemple le court cycle cardiaque, on n'en a pas parlé. Parce que c'est une phase vraiment, en termes de temps, très négligeable. Juste après Ushisra, la contraction va devenir comment? Elle va devenir isovolumétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que le volume de sang à l'intérieur du ventricule ne va pas bouger. Le sang n'est ni éjecté, ni en train de. Le ventricule n'est pas en train de subir un remplissage. Le sang, la quantité de c'est une contraction isovolumétrique. On est en train d'augmenter la pression ventriculaire, elle va s'élever très rapidement, très très rapidement, c'est ce que tu vois, c'est la phase ascendante à la courbe. Ici, CIV, contraction isovolumétrique. Ici, le volume ne change pas. Pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Parce que toutes les valves sont fermées. Les valves auriculo-ventriculaires sont fermées, la première partie, et les sigmoïdes sont toujours fermés. Pourquoi est-ce que les valves sigmoïdes de l'aorte et de l'artère pulmonaire sont fermées? Parce que, les courbes de pression, la pression aortique, l'aorte, elle est bien supérieure à celle du VG, du ventricule gauche. Mais, bien sûr, ce ne sera pas indéfiniment. À un moment donné, cette augmentation de pression du ventricule gauche va dépasser la pression aortique. Qu'est-ce qui va se passer? On aura terminé la contraction isovolumétrique. La deuxième étape de notre systole, c'est l'étape d'éjection. Et cette éjection-là, elle commence avec le OS, l'ouverture de la valve sigmoïde, ouverture des sigmoïdes. Alors, la phase d'éjection, elle va commencer avec l'ouverture des sigmoïdes, et elle va contenir, on peut la diviser en plusieurs sous-étapes, en plusieurs sous-phases. D'abord, l'augmentation de la pression au niveau du ventricule, elle a augmenté très rapidement, elle a dépassé rapidement celle de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Par conséquent, l'éjection va être rapide. C'est la deuxième partie ascendante de la courbe, c'est ce que tu vois ici, la deuxième partie en la pression continue d'augmenter et l'éjection, elle est rapide, comme tu peux le voir ici, le petit tableau, le schéma. Alors, il y a une conséquence à l'aorte, à la pression aortique, c'est que la pression aortique c'est normal. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de recevoir du sang du ventricule. Elle a de l'éjection ventriculaire, justement. Alors, il fait de la phase, 80% du sang est éjecté. La phase d'éjection rapide. Juste après, l'éjection va devenir plus lente automatiquement. Elle correspond au sommet à la courbe. L'éjection un peu plus lente parce que l'éjection rapide ne va pas durer éternellement. 80% du sang a été éjecté, c'est normal que ça va ralentir. Et on va tomber la dernière phase, la dernière sous-phase, sous-étape de la systole, c'est le début de diastole, c'est ce qu'on appelle la protodiastole de Wiggers. Alors, la pression ventriculaire, elle commence à chuter. Avec protodiastole, tu vois que la pression elle commence à chuter. Elle commence à chuter, mais mazel maranash la diastole, parce que la pression elle est toujours supérieure. Quand tu vas voir la ligne hadi al-kahla, est toujours fauq les pointillés qui représentent la pression de l'aorte. Ça veut dire quoi donc? Ça veut dire que on est toujours en train d'éjecter du sang, mais cette éjection elle est encore plus lente. À un moment donné, bien sûr, l'éjection elle va se terminer, la pression ventriculaire va devenir inférieure à la pression dans les gros vaisseaux, c'est-à-dire aorte et artère pulmonaire. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Fermeture des valves sigmoïdes. Parce que les valves qui manquent, qui à la différence de pression. Donc ici, le point hadaya, là où est-ce que je mets ma souris, c'est là où la pression ventriculaire va devenir inférieure à celle de l'aorte. Qu'est-ce qu'on va avoir? FS, fermeture des sigmoïdes. Cette fermeture-là, ça va donner un claquement. Et ce claquement-là, est-ce qu'il va donner un bruit? Oui, il va donner un bruit qui est lui aussi entendable à l'aide de ton stéthoscope. C'est le deuxième bruit cardiaque qui va marquer la fin de la systole et le début de la diastole, ce qu'on appelle le B2. Le B1, premier bruit, c'est la fermeture
pardon. Le premier bruit ici, voilà, c'est la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, c'est le début de la systole. Le deuxième bruit, le B2, c'est le début de la diastole avec la fermeture des valves sigmoïdes. Ce sont les deux bruits physiologiques. On les toujours les patients normalement. On a terminé avec la systole. On commence la diastole. Le cœur s'est bien contracté, il a bien éjecté. Maintenant, il va se relâcher, se relaxer et ensuite se remplir. Bingo, ce sont les deux phases de la diastole terna ventriculaire. La première phase ou la première étape, c'est la relaxation. Et la relaxation, elle va se faire sans variation de volume. Le sang ne va pas pénétrer dans le ventricule. Il va pénétrer au niveau des oreillettes, ok, mais pas au niveau des ventricules. Pourquoi? Parce que les valves auriculo-ventriculaires sont fermées. Même chose, le sang libera derrière le ventricule parce que ce n'est pas 100% du sang qui va être éjecté une systole. On va garder une petite quantité au niveau du ventricule. Cette petite quantité-là ne va pas non plus être éjectée au niveau de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Pourquoi? Parce que même les valves sigmoïdes sont fermées. C'est-à-dire le jeu de pression. Relaxation avec un volume qui ne change pas, c'est une relaxation qui est donc isovolumétrique. La pression va diminuer, elle va continuer à diminuer comme tu peux le voir au niveau du schéma. Elle avait commencé à diminuer la protodiastole, dernière phase donc de la systole, et elle continue à diminuer au niveau donc de la relaxation RIV, relaxation isovolumétrique qui marque le début de la diastole. Cette relaxation elle est due bien sûr à la décontraction du muscle ventriculaire. Alors, la pression du ventricule, elle continue à baisser, 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 baisser. À un moment donné, elle va devenir inférieure à la pression de l'oreillette. Parce que l'oreillette, on va le voir après, la phase il n'y a pas de valve qui va fermer par exemple les veines pulmonaires. Donc, le remplissage se fait tout le temps, si tu veux, pendant toute cette phase. Donc, il n'y a pas un jeu de pression qui est aussi important l'oreillette que le ventricule pour le remplissage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ouverture de la valve auriculo-ventriculaire. Ici, ouverture de la valve mitrale à gauche. OM. Ouverture donc de la valve mitrale. Alors, cette ouverture-là, bien sûr, elle va signer le début du remplissage ventriculaire. Le sang, et il va commencer à rentrer à l'intérieur du ventricule, comme tu peux le voir ici au niveau du schéma. Alors, le remplissage, on peut le diviser en plusieurs sous-étapes, en plusieurs sous-phases. Remplissage rapide, remplissage lent, une phase de diastasis, qu'on n'a pas vu l'année dernière d'ailleurs, parce qu'elle est très très brève, ou du moins elle disparaît dans pas mal de cas, et une phase de remplissage actif. Alors, la phase de remplissage rapide, la différence de pression, elle est là, elle est bien présente. La pression ventriculaire, elle continue à baisser. La relaxation, elle se fait toujours. Elle continue à baisser, cette pression-là. L'oreillette s'est gorgée de sang. Automatiquement, le sang au niveau des ventricules. Donc la pression, elle est supérieure à celle de l'oreillette, elle est supérieure à celle du ventricule. Automatiquement, remplissage rapide. Alors, ce remplissage-là, le sang, il va de l'oreillette, qui est le ventricule. Le ventricule, j'ai déjà une petite quantité de sang qui est déjà là. Donc, le sang, il va, entre guillemets, le sang, si tu veux. Donc, il va être versé fort un sang qui est déjà là. Est-ce que ça va faire un bruit ou là? Ça peut faire un bruit dans certains cas physiologiques et dans des cas pathologiques. Ce bruit-là, c'est le troisième bruit cardiaque, c'est le B3, la fin du remplissage rapide. Le sang, il va automatiquement يتفرغ le ventricule et l'action de faire un fluide dans une cavité qui contient déjà un fluide peut nous donner un son, peut nous donner un bruit. Physiologiquement, un de l'enfant et pathologiquement un de l'adulte dans certains cas de figure où on a des dysfonctions systoliques par exemple où la quantité de sang est pas dans le ventricule est كبيره بزاف ce qui fait qu'une فرغ الدم ده فوق هذاك الكاس اللي هو le ventricule تاعي اللي فيه déjà une grosse quantité de dam, ça va nous faire un bruit
bruit d'éclaboussure si tu veux. Ça, c'est le B3, troisième bruit cardiaque qui peut être entendu par de la phase de remplissage rapide. Après, on a un remplissage qui va être bien sûr beaucoup plus lent. La pression dans le ventricule, elle commence à s'élever lentement, alors que celle de l'oreillette, elle continue à diminuer. Alors l'oreillette, pourquoi est-ce que la pression va diminuer? Parce que le sang, là, يخرج منها, hein, et la pression ventriculaire commence à s'élever parce que justement, le ventricule, يتعمر بالدم. C'est logique. Le ventricule va poursuivre son remplissage même assez lent, et à un moment donné, les deux courbes de pression vont être égales. Égalité des pressions entre ventricule et oreillette. C'est ce qu'on appelle la phase de diastasis. Cette phase-là, c'est une période de repos, si tu veux, pour le cœur, hein. Elle est présente ici. Comme tu le vois, la pression du ventricule elle continue à baisser, le remplissage rapide. Elle va remonter vers le remplissage lent. Et ensuite, la phase de diastasis, ça remonte très 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 lentement, voire même ça reste plus ou moins stable. C'est une période de repos pour le cœur d'ailleurs, hein, cette phase de diastasis. Cette phase-là, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé l'année dernière, le cours du cycle cardiaque? Pourquoi? Parce que c'est une phase qui n'a pas une grosse importance sur la compréhension de le travail cardiaque. Et d'ailleurs, cette phase-là, lorsqu'il y a une tachycardie, une augmentation de la fréquence cardiaque, elle disparaît. Le cœur n'a plus le temps de prendre son temps avec cette égalité de pression. Elle va disparaître et on passe directement à la dernière phase du remplissage qui est le remplissage actif. Henaya, on a parlé de la relaxation et de la contraction du ventricule, mais on regarde à l'oreillette. L'oreillette, il y a aussi des fibres musculaires myocardiques au niveau de l'oreillette. Et ben, c'est là où la contraction de l'oreillette va avoir une importance. Jusque-là, le remplissage, qu'il soit rapide ou lent, ça a été un remplissage passif. Un remplissage passif. Il y a du sang sur l'oreillette, hop, et le ventricule. Là, on a un remplissage qui va être actif ou à l'âge parce qu'il va être soutenu par une contraction musculaire. C'est la contraction de l'oreillette. C'est ce qu'on appelle la systole auriculaire. Et oui, même l'oreillette, on peut parler de diastole et de systole au niveau de l'oreillette. Non, on n'utilise pas ces termes-là de diastole, systole au niveau de l'oreillette. Pourquoi? Parce que la référence terna pour pouvoir définir et étudier le cycle cardiaque, c'est le ventricule. C'est la contraction et la relaxation du ventricule. Maintenant qu'on a terminé avec le cycle cardiaque, avec l'étude des variations de pression de le ventricule, on va dire un petit mot à la variation de pression au niveau donc, des atriums, au niveau des oreillettes et au niveau des gros vaisseaux, donc de l'aorte et de l'artère pulmonaire. En ce qui concerne la pression auriculaire, donc au niveau de l'oreillette, si on prend le même point de départ que pour le ventricule, c'est-à-dire qu'on va commencer on va commencer un petit peu avant le point de départ le ventricule, voilà, juste avant le début de la systole ventriculaire, on a la systole auriculaire. Elle est visible ici, la courbe de pression, tu as l'OG, tu as l'oreillette gauche, ou là tu as l'OD, tu as l'oreillette droite. C'est une élévation de pression qui fait référence, on lui donne le nom de l'onde A, et cette onde A, elle fait référence donc à la systole auriculaire. Donc, contraction de l'oreillette qui va terminer le remplissage. Elle va terminer le remplissage sur le ventricule, باش نقدروا نبداو le la systole ventriculaire. Juste après donc l'onde A, on va avoir une baisse de pression, de pression, voilà, parce que la contraction s'est terminée. C'est l'onde Z. L'onde Z, fin de contraction de l'oreillette. Et juste après, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir, contre toute attente, une augmentation de pression. C'est l'onde C. Le plus, parce qu'il y a une augmentation de pression, hein. Le moins et le plus fait référence aux augmentations ou bien aux diminutions de pression. Onde C+, alors C, parce que, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de la pression au niveau de l'oreillette? Parce que la fermeture les valves auriculo-ventriculaires. Et cette fermeture les valves auriculo-ventriculaires, qu'elles soient mitrales ou bien tricuspides, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est de la petite élévation que tu vois juste après le point d'intersection, juste après de la fermeture, il y a une élévation. Il y a de l'élévation parce que le sang, après la fermeture de la valve, il va taper, le sang l'ipra, il va taper, il va rebondir à là les valves.
ce bombement, ce rebondissement, si tu veux, tu as le sang à les valves, ça va nous donner un léger ressaut de pression, et la pression t'as là légèrement. Juste après, bien sûr, on a une onde X qui va être très très longue, la pression elle a diminué bzaf, onde X moins qui m'a ça fait référence à la diastole auriculaire. À cette diastole là, cette relaxation et le remplissage d'un état à l'oreillette, il va durer très 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 longtemps. Et pendant la systole de notre ventricule, notre oreillette va être en phase de diastole et donc elle va se relâcher et commencer à se remplir de sang. Fartèche, elle va commencer à se remplir de sang au niveau de l'onde V, augmentation de pression. Le retour du sang au niveau de l'oreillette, avec l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires, va permettre une élévation de la pression. Malkhar, on aura une baisse de la pression. On aura une baisse de la pression de notre oreillette juste avant. Mais on reboucle juste avant l'onde A, juste avant la systole. Bah, c'est tout simplement parce que le sang a tout simplement migré vers le ventricule. Le sang a été éjecté de l'oreillette vers le ventricule. C'est normal que la pression à ce niveau-là va diminuer au niveau de l'onde Y. Tous ces ondes-là, le schéma en haut. On a d'abord une onde A, faisant référence donc à une augmentation de la pression, à dire de la systole auriculaire. Ensuite, on a une onde Z, diminution de la pression. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la contraction. Un petit ressaut de pression l'onde C, à dire le bombement à les valves. Puis on a la diastole auriculaire pendant l'onde X. L'onde V fait référence ici à l'ouverture des valves et le retour du sang à l'intérieur du ventricule. L'onde Y ici va faire référence ici au remplissage, une légère diminution il débaine très légèrement légère diminution parce qu'il y a un remplissage et ensuite on va revenir vers l'onde A qui est la systole de l'oreillette. Un petit mot à la courbe de pression les gros vaisseaux, aorte et artère pulmonaire, c'est la même chose. Donc je prends pour exemple ici l'aorte, ça sera beaucoup plus simple. L'aorte, elle a une certaine pression. Puis, lorsque la pression ventriculaire va devenir supérieure à la pression TH, on a ouverture des sigmoïdes, donc ouverture, donc tu as la valve par exemple aortique, le sang va être éjecté au début de l'éjection. Cette éjection là, elle va avoir un effet bien sûr à l'aorte, ça va faire élever la pression aortique. Cette élévation très très rapide, ça fait référence à l'éjection rapide, qui est ma pour le ventricule. Ensuite, la pression elle va commencer à stabiliser au niveau du sommet. La quantité de sang c'est normal, donc que la pression va diminuer. La pression va se stabiliser en même temps que le ventricule, que celle du ventricule est en train de décroître pendant la phase d'éjection qui va être lente. Lorsque la pression dans l'aorte devient supérieure à celle du ventricule, parce que le ventricule a une automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, qui m'a à l'oreillette, on va avoir un ressaut de pression. À ton avis, lâche parce que fermeture des valves sigmoïdes, ressaut de pression lâche parce que le sang il va taper contre la valve aortique. Ce son qui tape contre la valve, le son qui tape, ça a une pression, donc c'est une pression qui va être visible sur la courbe. C'est ce que l'on appelle l'incisure dicrote et juste après donc l'onde catacrote. Puis après, pour l'aorte, rien de particulier. La pression va décroître progressivement parce que le sang il est en train d'être éparpillé, la circulation systémique, donc automatiquement, c'est ce qui est écrit ici. Cette chute de pression est due à la fuite du sang vers les artères périphériques. Même chose, si on a envie de l'allure de la courbe de pression au niveau des artères périphériques, ce sera exactement la même chose que l'aorte, même morphologie que celle enregistrée pour les gros vaisseaux, aorte ou artère pulmonaire. La seule différence, c'est qu'il y aura un léger retard logique parce que le sang est en train de se déplacer, il ne peut pas être à tous les endroits en même temps. Donc, on a terminé l'exploration fonctionnelle du cathétérisme cardiaque, où je très rapidement à le phonocardiogramme et le CG. Alors, le phonocardiogramme qui m'a
c'est l'enregistrement des bruits du cœur. Les phénomènes mécaniques, t'as le cœur qu'on a réussi à enregistrer, عن طريق le cathétérisme cardiaque, عن طريق l'étude des pressions intracavitaires, va nous donner des phénomènes acoustiques, des phénomènes qui peuvent être entendus. Hein. Lorsqu'il y a un jeu de pression, les valves يتغلقوا يتفتحوا, le sang يدخل يخرج, et ça va nous donner des bruits qui peuvent être entendus au stéthoscope et qui peuvent être enregistrés par le phonocardiogramme. شكون هما هاد les bruits? Eh ben, nous avons les bruits d'abord qui sont normaux, physiologiques. Le premier bruit, c'est le B1, qui fait référence à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Et il est composé, donc il a deux composantes. La composante mitrale, valve mitrale, composante tricuspide, c'est-à-dire la valve tricuspide. Deuxième bruit, donc le premier bruit à la B1 d'ailleurs, il va marquer le début à la diastole. Ah, pardon, il va marquer le début à la systole, désolé. Le B2, lui, il va marquer le début à la diastole. Hein, donc c'est très visible dans le schéma. B1, fermeture de l'auriculo-ventriculaire, donc le sang rahou. Donc le ventriculaire ma'mar beddem, il va se préparer à se contracter. Début de systole. Le B2, il va faire référence, lui, à la fermeture des valves sigmoïdes. Fermeture des valves sigmoïdes, après donc l'éjection d'âme, ou c'est bon, l'aorte ou l'artère pulmonaire, les valves haïtghalqou. Aortique et pulmonaire. Haïtghalqou, et donc, bah, le bruit là, lorsque tu vas l'entendre, tu peux, dans certains cas de figure, déceler deux composantes, aortique et pulmonaire, parce qu'il y a deux valves, hein, une valve aortique et une valve pulmonaire. Ce bruit-là, donc, il va permettre de commencer, ça va nous permettre de savoir la diastole, donc la phase de relaxation et de remplissage. Ça, ce sont les deux bruits principaux, B1 et B2, que tu vas entendre normalement à les patients que tu vas ausculter, à part dans des cas pathologiques où il y a assourdissement, tu as les bruits, tu as le cœur. Mais ce sont des bruits normaux. Pour être les bruits normaux, on peut avoir des bruits qui vont être surrajoutés, des bruits ziada. Alors, l'ouverture de la mitrale. Jusqu'à maintenant, on a vu que les bruits, B1 surtout B2, c'est la fermeture de les valves. Hein. Les bruits, les tsmahom stéthoscope, généralement, c'est lorsque les valves يتغلقوا. Lorsque كي تغلق الباب اللي تحت تسمعها. C'est lorsque tu claques une porte que tu vas l'entendre مليح. Est-ce que كي نفتحوا الباب نقدروا نسمعوا un bruit? Dans certains cas, oui. L'ouverture de la mitrale, c'est un bruit اللي يجيني à peu près, il n'est pas visualisé في le schéma, il يجيني à peu près هنايا في la souris هنا وين نحط la souris تاعي. Il يجيني juste après le B2. Il يجيني en début de diastole, c'est un bruit qui est en début de diastole, c'est un bruit qui est proto-diastolique. Physiologiquement, tu ne peux pas l'entendre. La valve mitrale qui te ftah, elle n'est pas censée donner un bruit, d'un point de vue physiologique. Pathologiquement maintenant, elle peut donner un bruit, dans un cas de figure. فوقتاش الباب ديال الحس كي تفتحها كي تكون مصدى كي تسمع داك لو grincement que donc tu seras obligé de les zéban par exemple. Et bah pour la valve mitrale c'est la même chose. On va entendre son ouverture lorsque il va y avoir un rétrécissement mitral. C'est une valvulopathie. Les valves, ça faut le savoir, et très souvent bien sûr des pathologies. Et ce qu'on appelle des valvulopathies, donc des problèmes, des troubles, donc tu as les valves. Ces valvulopathies-là, on peut les diviser en deux grandes catégories grossièrement. Hein. Soit la valve, vu que la valve c'est un système de porte, hein, c'est le bab, soit la valve qui تغلق ما تغلقش مليح, donc le dum يجوز alors qu'il n'est pas censé يجوز, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance mitrale, l'insuffisance aortique, l'insuffisance, c'est une insuffisance valvulaire, ou là au contraire, c'est pas la fermeture qui pose problème, c'est l'ouverture. La valve ما تفتحش مليح. La valve elle est sténosée. L'ouverture de la valve, الفتحة هذيك تاع الباب, l'ostium تاع هذيك la valve راهي صغير بزاف. Et donc, lorsque le sang va passer, il va donner un bruit. Lorsque la valve s'ouvre et que le sang commence à passer, je vais avoir un bruit, un claquement, caractéristique du rétrécissement. Ça, on le verra plus tard, bien sûr. C'est juste pour Temheid. Je donne ces informations-là qu'à Temheid, juste pour PC déchargé. On va brancher le chargeur Temtem.
Voilà. Je donne ces informations-là, pardon, qu'à Temhate pour pouvoir le savoir. Cette ouverture-là, elle a bien sûr lieu lorsque la courbe ventriculaire et la courbe auriculaire se croisent au sommet de l'onde V. إذا تبحرت تعاود تطلع le schéma et tu vas voir que l'onde V, c'est à ce niveau-là, ouverture de la valve mitrale. Donc comme tu le vois, on est bien au début de la diastole. C'est un bruit qui est protodiastolique, Imankolo. Zit, d'autres bruits surajoutés. Le troisième bruit, le B3, هضرنا عليه مقبلات, et le quatrième bruit, اللي واقيلا نسينا نهضروا عليه مقبلات. Troisième bruit, B3. Je t'ai dit tout à l'heure, ça faisait référence à la fin du remplissage rapide du ventricule. En gros, là, ce n'est pas en rapport avec les valves. Ce n'est pas un problème relatif aux valves, du moins initialement. Le ventricule, une fois qu'il a terminé sa phase d'expulsion, d'éjection, il va commencer à se... Il y a toujours une petite quantité de le ventricule. Il va commencer à se relaxer. Relaxation isovolumétrique. Et ensuite, t'bda le remplissage. Le début à le remplissage, qui va être bien sûr rapide, le sang il y a l'oreillette, qui s'est accumulé l'oreillette, il va se jeter derrière le ventricule où il va y à le sang déjà présent au niveau du ventricule. Dans des cas pathologiques ou là certains cas physiologiques, lorsque le volume de le sang le ventricule assez élevé, et bah هذاك الدم اللي في l'oreillette اللي حيتفرغ على الدم اللي راهو déjà بزاف في le ventricule, ça va nous donner un bruit. Et ce bruit là, c'est le B3. Donc ça fait référence au remplissage. Pathologiquement, il peut être entendu dans les dysfonctions systoliques, il y en a des problèmes d'éjection. الدم ما يتيجيكتاش مليح دونك اوتوماتيكمون بزاف الدم يتاكوميلا في الفونتريكول اي با اوتوماتيكمون ça va faire un bruit لو كان نزيد الدم فوق هذيك لا كونتيتي اللي هي ديجا بزاف. Physiologiquement, je peux l'entendre عند l'enfant. Et ça, c'est important à garder en tête en clinique. Quatrième bruit, le B4. Hada, il va faire référence à la systole auriculaire, la contraction de l'oreille. Est-ce qu'une contraction musculaire, est-ce que tu peux entendre une contraction musculaire? À première vue, non, tu peux pas vraiment entendre une contraction musculaire. Alors comment ça se fait que le B4, pendant la phase de systole auriculaire, lorsque l'oreille va se contracter pour terminer le remplissage et faire un remplissage actif, je vais entendre un bruit? Eh bien, on a le problème marouche l'oreillette, le problème à la le ventricule. Lorsque l'oreillette va se contracter, elle va expulser la quantité de sang les prates la cavité vers le ventricule. Et une contraction va nous donner une éjection qui va être puissante. Cette puissance-là, ce jet, cette éjection, le jet qui va aller vers le ventricule. Dans certaines pathologies où le ventricule il a des problèmes de relaxation, il pourra contracter, il pourra rigide, il n'arrive pas à se distendre qui malazem. On peut entendre un bruit à l'ajal, le sang qui va taper la paroi ventriculaire qui est trop rigide. C'est le B4. On parle de perte de compliance à le ventricule. La compliance, c'est la capacité d'une structure à se distendre. L'estic donc il peut se distendre, donc il est compliant. Bah, c'est la même chose. Le poumon, il est compliant. Les ventricules, ils sont en temps normal, physiologiquement, compliants. Ils peuvent se distendre, ils peuvent se relâcher ou ils et bah, dans certaines pathologies où j'ai une perte, ou est-ce que j'ai un problème de remplissage, un problème diastolique, où j'ai une perte de compliance à le ventricule, il commence à devenir rigide, il n'arrive pas à se décontracter, il n'arrive pas à se relaxer, il n'arrive pas à se distendre, je peux entendre le bruit, la phase de remplissage actif après une systole auriculaire, une contraction auriculaire. Physiologiquement, il est bien sûr inaudible. Donc c'est ça la différence avec le B3. Le B4, physiologiquement, il est toujours pathologique, le B4. Et avec le B3, tu peux te mettre les deux en même temps. Hein. Tu peux te mettre B3 et B4 en même temps si tu as une dysfonction qui est globale, systolo-diastolique, hein, une insuffisance cardiaque par exemple, je sais pas. B3, B4, en plus de B1, B2, ça va nous donner un bruit de galop. Le galop, c'est le bruit, tu as le cheval qui marche. Et donc, l'accumulation donc de B1,
B2 qui sont normaux, وتزيد له B3 وتزيد له B4 et bah تقعد غير تسمع un bruit qui est presque continu. Et ce bruit-là presque continu, et bah, شبهناه le bruit تاع le cheval qui قاعد يجري, hein, donc le bruit de galop. Voilà, donc tu peux écouter ça, donc tu peux écouter le B4 dans certaines pathologies, donc on va pas détailler ça, par exemple ici au niveau du rétrécissement mitral, toujours, ça peut être entendu, faites les cas de figure. Le CG, le CG, dernière exploration fonctionnelle intéressante à connaître. Le CG, c'est le tracé de référence qui va nous permettre de mesurer et d'enregistrer les phénomènes électriques le cœur. Le cœur est bien sûr doué d'une activité électrique en plus de son activité mécanique. D'ailleurs, c'est l'activité électrique اللي t'influencer ou تأثر على l'activité mécanique. Les phénomènes électriques, bien sûr, ils vont être plus rapides que les phénomènes mécaniques. Ils vont les précéder d'environ 0,8 secondes. Le CG, c'est un tracé, examen bien sûr essentiel, très 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 important, qui va nous montrer l'activité électrique de dépolarisation et de repolarisation t'as le cœur ou t'as ses constituants. Donc, un ECG, classiquement, il va être constitué de plein de ce que tu vois ici à l'écran. Onde P, complexe QRS et onde T. L'onde P, elle fait référence à la dépolarisation auriculaire, au pied de l'onde A. Donc c'est lorsque l'oreillette va se dépolariser, elle va se dépolariser pour pouvoir se contracter, et ben on a une onde P. Si j'ai pas d'onde P, si l'onde P elle est sous forme de vibration, c'est pathologique. Ça peut être même très, très dangereux, hein. Les arythmies et les problèmes de rythme, c'est très dangereux parce que s'il y a un problème électrique, il y aura automatiquement un problème mécanique. Juste après l'onde P, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le complexe QRS. Ce complexe QRS, il fait référence à la dépolarisation du ventricule. Et en même temps, la repolarisation de l'auricule qui se fait dans le même temps. La dépolarisation ventriculaire, elle se fait pour pouvoir faire une contraction ventriculaire et après, avec cette contraction, permettre l'éjection nerveuse. Juste après, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir l'onde T. Après le complexe QRS. Cette onde T, elle fait référence à la repolarisation ventriculaire et elle va correspondre au deuxième bruit d'ailleurs, hein. Elle va être aux environs donc de B2 à la composante aortique, pour être plus exact, du B2. Entre complexe QRS et onde T, entre onde P et complexe QRS, on a bien sûr des segments, des intervalles qui est important à connaître d'un point de vue de distance, d'un point de vue de temps, d'un point de vue décalage, que ce soit un décalage milfour ou la miltert, un sus-décalage ou bien sous-décalage. C'est important à connaître en pathologie. Donc ça, on le laissera pour plus tard. Voilà pour le cours T1. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.